Bienvenue dans ce premier numéro de Culturba, votre rendez-vous mensuel dédié au décryptage de l'urbanisme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux monuments historiques. Et on rentre directement dans le vif du sujet avec une question qui nous est parvenue. Je vous la lis. Donc, un particulier découvre au moment où il va acheter que son immeuble est classé monument historique. Donc, premier bon réflexe, c'est de nous consulter pour savoir si, effectivement, c'est bien le cas. Parce que, effectivement, il peut y avoir une mauvaise information. Il nous demande ensuite les conséquences que peuvent avoir un tel classement sur son immeuble. Donc, c'est à ça que nous allons répondre. Pour répondre à cette question, il faut comprendre le contexte. Et donc, on va donner des éléments de ce contexte. Et à commencer déjà pour savoir pourquoi on protège des monuments historiques. Pour bien comprendre pourquoi on protège ces monuments historiques, en fait, il faut remonter à la Révolution française, qui a occasionné tout un tas de destructions d'édifices publics et privés, que Victor Hugo lui-même dénoncera dans son ouvrage « Guerre aux démolisseurs ». Pour reprendre les mots d'un poète allemand, là où croit le péril, croit également ce qui sauve. Et donc, pour sauver ce patrimoine unique, ce voyage pittoresque dans l'ancienne France, il fallait une réponse forte. Et c'est ainsi qu'on a créé les monuments historiques. Et comme un symbole de tout ça, un des monuments historiques parisiens français le plus dégradé lors de la Révolution française, la basilique Saint-Denis, a été un des premiers monuments protégés au titre des monuments historiques. Donc voilà, ça c'est le contexte posé. Historique, c'est pourquoi on protège et quelle est la nature de cette protection. Et on imagine du coup qu'avec ces éléments, on comprend que ça va être une protection plutôt forte. Et c'est le cas. Donc il existe deux sortes de monuments historiques. Les monuments historiques classés, pour faire simple, les monuments dont le rayonnement est national, et les monuments historiques inscrits, dont le rayonnement est plus localisé, départemental, régional. Donc un exemple de monument historique classé, le monument qui apparaît ici, vous l'avez peut-être reconnu, en tout cas les Lyonnais la reconnaissent et la voient de loin, c'est la basilique Fourvière à Lyon, style néo-byzantin, qui est le style majeur des églises de cette époque, fin du 19e. Un autre exemple, cette fois-ci, d'un monument historique inscrit, qui apparaît ici, et donc c'est l'église Notre-Dame du Port, qui, comme son nom l'indique, est située dans le port de Nice. On remarque cette fois-ci un style plus néoclassique avec l'utilisation de colonnes et d'un fronton, avec une mention à la Vierge Marie. Une fois ceci posé, ce qui rend effective la protection de ces monuments, ce sont les servitudes. Et plus exactement, ces monuments historiques sont des servitudes d'utilité publique. Pour les plus néophytes de nos spectateurs, une servitude d'utilité publique, c'est, comme toutes les servitudes, une limitation administrative au droit de propriété. Pour faire plus simple, vous ne faites pas ce que vous voulez sur votre propriété. Donc ça, c'est une servitude. Et une servitude d'utilité publique, c'est qu'on considère que, justement, comme son nom l'indique, ça défend un motif d'intérêt général. Une servitude de passage chez le voisin, c'est une servitude privée. Ça ne défend que l'intérêt de votre voisin. Une servitude d'utilité publique, c'est une servitude, justement, de défense, en l'occurrence ici, du patrimoine historique français. Donc à côté de ces servitudes d'utilité publique, monuments historiques inscrits, monuments historiques classés, il existe aussi une servitude qui protège les alentours de ce monument, ça s'appelle une servitude des abords. Donc en fait, pour être tout à fait complet, il existe trois types de servitudes, monuments historiques, inscrits et les abords. Alors, il y a quelque chose à savoir sur ces abords, c'est qu'ils se font de deux façons. On voit ici sur cet exemple qu'il existe un rayon de 500 mètres autour du monument. Donc c'est un rayon, on voit, automatique. Et il existe une version délimitée, et donc là on voit dans cet autre exemple que le périmètre est adapté au quartier. Le premier rayon se fait de manière automatique, le second se fait après un travail des intéressés, notamment de l'architecte des Bâtiments de France. Donc on en arrive à la solution de notre problème, c'est-à-dire les effets du classement. Alors il faut savoir que ceux-ci sont très nombreux et qui changent selon la nature de ce qui est protégé. Donc les effets du classement au titre des monuments historiques. Alors les effets, ils sont
et je vous le cite, assez simple à comprendre, et je me permets de citer le Code du patrimoine qui a l'avantage par rapport au Code de l'urbanisme d'être beaucoup plus clair. Donc je cite, l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque sans autorisation de l'autorité administrative, le préfet de région. Donc ça a le mérite d'être clair. On voit que du coup les contraintes sont très fortes et même les travaux de restauration ne peuvent pas être réalisés par n'importe qui parce que ça sera un architecte dont les compétences en la matière sont reconnues. Très important également, ce monument ne peut être cédé sans que le préfet de région en soit préalablement informé. Donc on voit, c'est des contraintes fortes qui pèsent sur ce bien. Concernant l'inscription, de la même façon, je me permets de citer le Code du patrimoine, au moins c'est plus clair. Donc, l'inscription entraîne pour le propriétaire l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir 4 mois auparavant avisé l'autorité administrative de leur intention et indiquer les travaux qu'ils se proposent de réaliser. Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Et à nouveau, l'immeuble ne peut être cédé sans que le préfet de région en soit informé. Donc, une protection un peu moins forte pour les monuments inscrits, mais on voit une protection quasiment complète. Très important aussi, acheter un monument historique, au-delà des contraintes urbanistiques et administratives que je viens de préciser, le propriétaire a la charge de préserver le monument, ce qui en pratique, en ayant recours à certains architectes ou à certains matériaux, peut se révéler extrêmement coûteux. D'autant plus que même si l'État a mis en place des dispositifs d'aide ou de défiscalisation, c'est souvent lié à des conditions de détention assez importantes, une quinzaine d'années. Donc, investir dans un monument historique, ça peut être intéressant, mais c'est un engagement durable et c'est surtout un investissement important. Et ça peut être une contrainte financière importante. Comme je vous le disais, à côté de ça, il y a une contrainte beaucoup plus légère, c'est les abords des monuments historiques. L'idée, c'est de protéger, en fait, justement, comme je le disais, ce qui entoure le monument. On n'accepterait pas que dans la perspective de Notre-Dame de Paris, on installe un supermarché quelconque ou une œuvre complètement qui détonnerait complètement. Ça abîmerait la perspective et ça abîmerait du coup le monument historique. Donc, les protections des abords des monuments historiques, ça concerne avant tout le propriétaire qui a un projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cette servitude. Maintenant se pose la question de savoir où trouver ces monuments historiques. Comme je vous l'ai indiqué, ce sont des servitudes d'utilité publique. C'est-à-dire que normalement, en droit de l'urbanisme, ils sont censés être répertoriés sur des plans de servitude d'utilité publique annexés aux documents d'urbanisme, en l'occurrence ici le PLU. Sauf que, ça c'est pour la théorie, et comme souvent en droit de l'urbanisme, il y a un monde entre la théorie et la pratique. Déjà d'une, ces plans de servitude, même s'ils reportent la plupart des monuments, ils le font de façon approximative et pas toujours très complète. Et deuxième chose, en plus très importante, c'est que beaucoup de communes ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme. Donc il n'y a pas de plan officiel, et donc du coup, la servitude, pour autant, existe bel et bien. Et c'est d'autant plus important que ces monuments, on les retrouve absolument partout. On prend le centre-ville de Paris, de Lyon, de Nice, de n'importe quelle ville, du petit village dans l'arrière-pays, du centre de la France, du sud-ouest, peu importe en fait, on les retrouve absolument partout. Comme souvent en droit de l'urbanisme, la solution elle passe par le croisement des données, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher sur ces fameux plans, il faut aller chercher sur des sites spécialisés, il faut aller chercher un peu partout pour essayer d'avoir une information à peu près juste et correcte. Chez Préventimo, justement, nous réalisons ce croisement des données pour vous donner l'information la plus claire possible et surtout la plus juste. Et que vous commandiez une NRU essentielle, standard ou approfondie, vous retrouverez, quoi qu'il en soit, cette information. Enfin, j'attire votre attention sur un dernier point important. Sachez qu'il existe à côté de ces servitudes sur des monuments historiques, des servitudes sur le patrimoine bâti. Il convient bien de distinguer les deux. Si l'objet, le but est le même, c'est-à-dire protéger le patrimoine,
Les effets ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur les monuments historiques, ça concerne plutôt les monuments anciens, les contraintes sont très fortes. Sur le patrimoine bâti, les protections sont plus faibles, mais leur institution est beaucoup plus rapide. Donc si vous êtes concerné par de telles servitudes, c'est important de le savoir, que vous soyez acheteur ou vendeur, puisque on peut vous imposer de maintenir le bâtiment en l'état, voire de l'entretenir, ce qui peut gêner beaucoup de projets, même de projets de restauration extérieure mineurs. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche à l'écran, et sinon, utilisez le hashtag Cultureba sur LinkedIn.